Cette vidéo est faite en partenariat avec le serveur Discord Proxima. Si vous voulez parler d'astronomie, participer à des concours d'astrophoto, demander des conseils pour acheter un télescope ou simplement discuter avec des gens, alors allez-y. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à dire qu'à cause d'un problème de driver de ma caméra, cet épisode sera uniquement en voix off et pas face cam. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici le prochain épisode, tout sera rentré dans l'ordre. Sur ce, place à la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Crash Zone, l'émission qui vous résume l'histoire des accidents aériens et leurs répercussions. Alors attachez vos ceintures parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du crash le plus meurtrier de l'histoire. Nous sommes le 27 mars 1977. À midi, le vol Panam 1736, un Boeing 747 qui faisait la liaison entre l'aéroport de Los Angeles et celui de Grande Canaria, l'une des îles Canaries, est à 2 heures de sa destination, avec 396 passagers et membres d'équipage à son bord. Mais à midi et demi, un attentat à la bombe proféré par des indépendantistes à l'aéroport de Grande Canaria va dérouter plusieurs vols, y compris le vol Panam 1736, vers le petit aéroport régional de Los Rodeos sur l'île de Tenerife. Dans ces autres appareils déroutés, il y a le vol KLM 4805 qui se pose à 13h38 avec ses 248 passagers et membres d'équipage, alors que 3 autres appareils déroutés sont déjà posés sur le tarmac. L'aéroport de Los Rodeos est très petit, il n'a qu'une piste et la tour de contrôle n'a pas l'habitude de gérer autant d'avions, surtout des 747. Et pour en rajouter, nous sommes dimanche, donc seulement 2 contrôleurs sont présents. À 14h15, le vol Panam 1736 se pose lui aussi à l'aéroport de Tenerife en attendant la réouverture de l'aéroport de Grande Canaria. À 14h15, le vol Panam 1736 se pose lui aussi à l'aéroport de Tenerife en attendant la réouverture de l'aéroport de Grande Canaria. L'aéroport date de 1941 et ses équipements commencent à se faire vieux. Il n'a par exemple pas de radar pour suivre les avions au sol et l'éclairage de la piste est défectueux. À 14h30, la police a sécurisé l'aéroport de Grande Canaria et les passagers du vol Panam se préparent à rejoindre leur destination initiale. Mais le 747 de la KLM bloque le passage à celui de la Panam car il est en plein ravitaillement. Il faudra une demi-heure pour remplir entièrement les réservoirs du vol KLM 4805 et durant tout ce temps, l'avion de la Panam doit attendre. Il faudra une demi-heure pour remplir entièrement les réservoirs du vol KLM 4805 et durant tout ce temps, l'avion de la Panam doit attendre. À 16h56, le commandant Jacob Van Zantem, le pilote le plus expérimenté de la KLM à cette époque, demande l'autorisation de faire le roulage et 2 minutes plus tard, la tour de contrôle lui l'accorde. À ce moment, le temps commence à changer et très vite, un épais brouillard se lève. La tour de contrôle donne l'ordre au vol KLM 4805 de remonter la piste, de se mettre en position et d'attendre l'autorisation de décoller. À ce moment, la visibilité est réduite à 300 mètres. Les contrôleurs ne peuvent donc connaître la position des appareils que via les transmissions radio des pilotes. À 17h02, le contrôleur aérien autorise l'avion de la Panam à rouler derrière le Boeing de la KLM. Il doit ensuite emprunter la 3e sortie et attendre. À 17h04, l'appareil de la KLM s'aligne avec la piste pour le décollage. Au même moment, l'avion de la Panam remonte toujours la piste et ne voit pas la 3e sortie, car l'équipage ne connaît pas cet aéroport et la visibilité est quasiment nulle. À 17h06 et 45 secondes, le copilote du vol Panam 1736 aperçoit l'avion de la KLM qui leur fonce dessus et se rend compte que son appareil doit quitter la piste au plus vite. Le commandant Victor Grubbs pousse les gaz du 747 de la Panam à fond et tente, coûte que coûte, de sortir de la piste. Mais il est trop tard. À 17h06 et 50 secondes, le Boeing de la KLM percute l'avion de la Panam à 290 km/h. L'appareil de la KLM sectionne le pont supérieur du Boeing de la Panam puis va s'écraser 450 mètres plus loin sur la piste. L'appareil de la Panam est immobilisé mais ses moteurs tournent encore à plein régime, ce qui cause une deuxième explosion. Les enquêteurs espagnols, néerlandais et américains arrivent le plus vite possible et se rendent vite compte que les boîtes noires sont dans un très mauvais état, ce qui va compliquer la tâche car ils n'auront pas accès aux enregistrements techniques et vocaux des 2 appareils pendant plusieurs jours voire semaines. Les enquêteurs basent donc le début de l'enquête sur les enregistrements de la tour de contrôle. Au début, il apparaît que l'équipage de la KLM est fautif, car ils ont décollé sans autorisation, le copilote n'ayant demandé qu'une clairance de départ et non une autorisation. Puis, après avoir reçu la clairance, le commandant dit « prêt à décoller ». Ensuite, le contrôleur répond « ok, attendez pour le décollage, je vous rappelle ». Suite à cela, le commandant pousse les gaz et s'élance sur la piste.
Mais il apparaît que le vol Panam 1736 avait aussi désobéi à la tour de contrôle, car la tour a ordonné à l'avion de la Panam de prendre la troisième sortie, mais la collision s'est produite beaucoup plus loin, près de la quatrième bretelle d'accès. Pour déterminer pourquoi le commandant Victor Grubbs n'a pas tourné au bon endroit, les enquêteurs vont observer un plan de l'aéroport. Vu que les autres avions bloquent le passage au niveau de la piste de roulage, les appareils doivent remonter la piste d'envol pour y accéder. Vu que les pilotes de la Panam ne connaissent pas l'aéroport, ils se dirigent à l'aide d'une petite carte. Mais les sorties sont mal indiquées et la visibilité est de plus en plus mauvaise. Ils remontent donc la piste en comptant les bretelles d'accès. 1 minute 6 avant l'accident, le Boeing de la Panam dépasse la troisième sortie sans l'indiquer à la tour et continue vers le 747 de la KLM, sûrement à cause du fait que la manœuvre aurait été très compliquée, voire impossible avec un 747. De plus, au moment où arrive la sortie numéro 3, le commandant est distrait par le copilote de la KLM qui demande la clairance de départ. Juste après que le commandant de la KLM ait dit qu'il était prêt à décoller, le copilote de la Panam dit à la tour « Panam 1736, remontons toujours la piste ». Ce message pose un autre problème, car le cockpit de la KLM reçoit toutes les communications radio. Il devrait donc savoir que l'appareil de la Panam se trouve devant lui sur la piste. Pourtant, le commandant Van Zentem pousse la manette des gaz et s'élance sur la piste. Le commandant de la KLM a fait preuve d'une certaine impatience. En effet, cela fait 4 heures que son avion est bloqué au sol et il a peur de dépasser son quota d'heures de travail. Il doit encore récupérer 300 passagers à Grande Canaria et les transporter jusqu'à Amsterdam. S'il est en retard, la KLM devra payer l'hôtel à toutes les personnes à bord. Le commandant Van Zentem est donc très tendu. L'association américaine des pilotes de ligne a relié cette prise de décision au syndrome de l'instructeur. Car lorsqu'un pilote passe beaucoup de temps en simulateur, il devient difficile pour lui de faire la différence entre le réel et le virtuel. Dans un simulateur, l'instructeur joue le rôle du contrôleur. C'est lui qui donne la clairance de départ et l'autorisation de décollage. Il n'attend pas l'autorisation de la tour de contrôle. S'étant habitué au simulateur, le commandant Van Zentem n'a pas réfléchi à la position des autres appareils, car lui était prêt. La question qui se pose, c'est pourquoi le copilote et le mécano ne l'ont pas empêché de mettre les gaz. Et la réponse est l'autorité du commandant Van Zentem. 2 semaines après le début de l'enquête, les enquêteurs ont enfin accès au contenu des boîtes noires. Grâce à celles-ci, ils ont pu remarquer qu'au moment où la tour a demandé au Boeing de la KLM d'attendre, les pilotes, eux, n'ont entendu qu'un long sifflement, dû au fait que le copilote de la Panam a informé la tour qu'il remontait toujours la piste en même temps que celle-ci donnait ses instructions. Car quand on discute avec la tour de contrôle, si plusieurs personnes parlent en même temps, cela fait des interférences pour tous les autres récepteurs. 37 secondes avant le drame, le copilote dit « Prêt, nous décollons » et l'avion de la KLM ne reçoit comme réponse qu'un « OK », suivi d'interférences car le copilote de la Panam et la tour de contrôle ont parlé en même temps. Chacun des deux messages, s'ils avaient été reçus, aurait pu faire stopper le décollage du 747 de la KLM. 4 secondes plus tard, le commandant Van Zentem relâche les freins de son appareil qui s'élance sur la piste. 24 secondes avant la collision, le commandant Van Zentem aura un ultime avertissement, car le contrôleur dit à l'avion de la Panam, PA 1736, rappelez piste dégagée. Et le copilote de la Panam répond Ok, rappelleront piste dégagée. Dans le Boeing de la KLM, seul le mécano réagit en disant « Le Panam n'a pas dégagé la piste ?» Le commandant lui répond « Qu'est-ce que vous dites ?» Le mécano répète sa question et le commandant lui répond catégoriquement « Mais si !» Puis le mécano se tait. Quelques secondes avant la collision, le commandant Van Zentem tire de toutes ses forces sur le manche de son 747, au point où la queue de l'appareil touche la piste. Mais cela ne suffira juste pas, car l'un de ses moteurs droits touche l'avion de la Panam et là, c'est le drame. Ce jour-là, le destin s'acharne sur le commandant Van Zentem, car s'il n'avait pas fait remplir ses réservoirs à Tenerife pour gagner du temps, il aurait sans doute pu passer au-dessus de l'appareil de la Panam. Au final, seules 61 personnes, tous venant du vol de la Panam, ont survécu au crash le plus meurtrier de l'histoire. Ce crash aura pour résultat la possibilité pour les compagnies aériennes d'installer un petit engin dans leurs appareils qui empêchera tout simplement un pilote de parler en même temps qu'un autre. Alors, avant de terminer la vidéo, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire que le commandant Van Zentem est un sale con qui a mené 583 personnes à la mort, mais malgré qu'il ait fait des erreurs, l'équipage de la Panam en a aussi fait quelques-unes. Et sachez que s'il faut désigner les responsables du crash, je vous dirai que ce sont les indépendantistes qui ont fait exploser une bombe à l'aéroport de Grande Canaria. Mais si vous voulez débattre sur les responsables du crash, l'espace commentaire est là pour ça. Sachez que le thème du prochain épisode est en vote dans les fiches. Vous pouvez choisir entre le crash du Concorde ou celui d'un Airbus d'une compagnie russe piloté par un enfant. Je tiens juste à rappeler que j'ai un Discord qui est dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et lâcher un like ou un dislike selon si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo. Allez, ciao!